N'écoutez pas le chant du corbeau de Madame Harris. Assurez-vous de toujours respecter les règles qui vous sont adressées. Elles ne sont pas là par hasard, et sont là avant tout pour garantir votre sécurité. Croyez-le ou non, les règles ne sont pas faites pour être transgressées. Je l'ai appris à mes dépens. L'Île-de-France est une région réputée pour son climat humide, son hiver peu chaleureux, ainsi que ses forêts parsemées de brouillard. Grâce à son paysage et son climat, cette région a toujours été un terrain propice pour les écrivains romantiques et fantastiques passionnés par l'épouvante et l'horreur. C'est ici que je vis, ou plus précisément, près de Fontainebleau. Ses forêts humides et son lac gelé sont des terrains propices pour les oiseaux de notre région, les cormorans, les cygnes et, à mon plus grand désespoir, les corbeaux. J'ai toujours éprouvé une méfiance extrême à l'égard des corbeaux. Je comprends tout à fait que certains d'entre vous puissent me trouver superstitieux. Après tout, les ornithologues s'accordent à dire que le corbeau est réputé pour son intelligence et sa beauté. Grâce à son plumage d'un noir brillant, pourvu de légers reflets irisés bleutés, le corbeau reste un oiseau que l'on aime par-dessus tout contempler en plein vol. C'est également un oiseau de grande envergure, au corps puissant, et il a même la capacité d'imiter le cri d'autres petits oiseaux, grâce à ses croissements graves et perçants. Comme vous avez pu le constater, le corbeau a toutes sortes d'attributs et demeure en tout et pour tout le plus grand des corvidés européens. Mais ne soyez pas dupes, je peux vous assurer que cet oiseau reste indéchiffrable. Les corbeaux ont des secrets obscurs et effrayants que les artistes nous ont toujours laissé percevoir dans leurs œuvres. Edgar Allan Poe, dans son poème « Le Corbeau », associe cet oiseau maudit, ainsi que son chant, à la mort et à la souffrance. Cela n'a rien d'étonnant, puisque cet oiseau, venu tout droit des enfers, évoque depuis des siècles, auprès des humains, le malheur, la tristesse et le désespoir. Cela peut se comprendre, ce rapace se nourrit de restes de cadavres et vit généralement non loin d'un cimetière. De plus, il aime dérober tout objet qui brille ou qui reflète une intense lumière. Pour vous résumer ma pensée, le corbeau est l'oiseau que je déteste le plus sur ce monde. Vous pensez que j'exagère, n'est-ce pas? Cependant, si vous aviez rencontré le corbeau de Madame Harris, je pense que vous auriez partagé mon point de vue sur ces rapaces. D'origine tzigane, Madame Harris faisait partie des gens du voyage. C'est une femme âgée d'une 50aine d'années, et bien que très maigre, ses grands yeux sombres et ses cheveux noirs ébènes lui confèrent une beauté mystérieuse. Madame Harris vit dans une petite roulotte bohème au bord de la route. Le terrain dans lequel elle a emménagé est froid et humide. Il reflète à la perfection les paysages de notre région. Le seul élément qui aurait pu apporter un peu de gaieté à cet endroit est un vieux chêne centenaire. Malheureusement, cet arbre a perdu toute sa beauté au cours d'un orage très violent. Autrefois, régnait un chêne centenaire. Maintenant, il ne reste plus qu'un simple tronc brûlé, aux branches usées et fatiguées. J'ai toujours trouvé que ce décor était bien trop sinistre pour une femme comme elle. Cet endroit est tellement effrayant que très peu de voitures empruntent cette route. De plus, les terres agricoles aux alentours ne sont plus fertiles depuis bien longtemps. De ce fait, aucun agriculteur ne vit désormais dans les environs. Comme vous avez pu le deviner, Madame Harris est seule. Elle n'accepte jamais la moindre invitation de qui que ce soit et ne sort jamais en dehors de son jardin. Malgré ce décor peu avenant et ses réticences à l'idée de s'aventurer hors de chez elle, je me proposais toujours pour l'aider à faire le moindre effort physique, car elle souffrait d'asthme très sévère et se plaignait depuis quelque temps de problèmes de dos. Le seul problème, c'est qu'elle refusait catégoriquement et trouvait toujours le même prétexte pour refuser mon aide. « Je vous remercie infiniment, mon enfant », m'a répondu pour la énième fois Madame Harris alors qu'elle ramassait du bois humide et desséché près de sa roulotte. « Mais il est interdit d'entrer ici. Vous savez bien que Marcus n'aime pas les étrangers. Il se met tout de suite à chanter quand il rencontre quelqu'un pour la première fois. Or, j'aimerais éviter que vous puissiez entendre son chant. » avait-elle répondu avant de remonter dans sa roulotte, non sans m'adresser un regard compatissant et épuisé. Marcus, ou plus exactement, ce sale rapace, est le corbeau qui partage son existence. Ne me demandez pas si les corbeaux sont domesticables. La vérité, c'est que je n'en ai pas la moindre idée. Certains adoptent bien des furets, des écureuils, des hérissons et même des pitons. Alors pourquoi pas des corbeaux? Le fait est que ce maudit volatile, ou devrais-je dire Marcus, occupait tout le temps libre de Madame Harris. Autant vous le dire tout de suite, personne n'aime Marcus dans notre village, car il ne ressemble en rien au corbeau ordinaire que nous avons l'habitude d'observer ici. Marcus est un corbeau différent de tous ceux que j'ai croisés jusqu'à présent. Il est à part des autres. Son plumage est dépourvu de la moindre nuance de bleuté. Il est aussi sombre qu'une nuit dépourvue d'étoiles. Son bec, légèrement recourbé,
est plus long que la moyenne. Il ressemble, sans s'y méprendre, à un poignard bien aiguisé. Mais le pire, ce sont ses yeux qui vous fixent lorsque vous osez le contempler un peu trop longtemps. Jamais je n'oublierai ses yeux, et je n'ai jamais cessé de me demander si ce corbeau pouvait réellement nous voir ou s'il s'agissait d'une hallucination dans mon esprit. Vous voyez, ce maudit corbeau est aveugle. Ses orbites sont dépourvues de la moindre pupille. Une fois la nuit tombée, ses orbites vides de toute expression brillent dans le noir et semblent sonder votre âme. Ses yeux m'ont toujours donné des frissons. Ce maudit corbeau a installé son nid sur une des branches de ce vieux chêne, et plus exactement sur celle qui se trouve en face de la roulotte de Madame Harris. Il ne cesse de contempler cette roulotte, et chose encore plus incroyable, il ne s'envole jamais de son nid, et ce, même pour aller se nourrir. De plus, il n'a jamais croassé devant moi. Ne soyez pas étonnés, je vous avais averti que ce corbeau n'était pas comme les autres. Ce maudit volatile reste toujours allongé dans son nid, et ne fait qu'une seule chose: contempler le monde qui l'entoure, ce qui est assez paradoxal, puisqu'il est aveugle. En résumé, Marcus est un corbeau effrayant et peu ordinaire. C'est à cause de lui que Madame Harris a terminé dans cet endroit. Elle a délaissé sa communauté de tziganes pour lui, s'est installée dans son décor sordide pour lui, vit pour lui, refuse tout contact social pour lui, et accepte d'être détestée par toutes les personnes croyantes qui vivent ici, pour ce maudit rapace. Il s'avère d'ailleurs que certains religieux conservateurs sont persuadés que Marcus serait une des nombreuses apparences qu'utiliserait le malin pour dérober les âmes des vivants. Ces jugements ignorants ont eu un impact immense sur la vie de Madame Harris. Elle a tout d'abord reçu la visite de plusieurs exorcistes devant son jardin. Ils voulaient vérifier que son âme n'avait pas été emportée par le diable. Ensuite, certains enfants intrépides et peu tolérants lui ont rendu des visites régulières. Ils la traitaient de sorcière et prenaient bien soin de déposer certains excréments d'animaux dans son jardin, non sans prendre leurs jambes à leur cou dès que Marcus tournait ses orbites vides dans leur direction. Cette femme a énormément souffert depuis son arrivée chez nous. Je déplore toujours la bêtise, la peur et l'ignorance humaine. C'est pour cela que je passe toujours devant sa roulotte afin de réprimander les enfants qui l'embêtent ou de chasser les exorcistes qui n'osaient pas s'aventurer dans le marécage qui lui sert de jardin. Je ne peux pas faire grand-chose pour elle, mais si je peux faire en sorte que cette femme d'âge mûr finisse sa vie tranquillement, alors je le ferai. Néanmoins, je dois avouer que Marcus a un impact très négatif sur son existence. Je le sais car j'ai vu l'état de Madame Harris se dégrader petit à petit. Cela fait 3 ans que Madame Harris a installé sa petite roulotte ici, avec ce maudit corbeau, et depuis, son état physique n'a cessé de se dégrader. Mal de dos, perte de poids, problèmes de respiration. Tout s'est enchaîné successivement avec horreur. J'ai plusieurs fois tenté de convaincre cette femme tzigane d'appeler SOS médecin, et qu'elle pouvait même emprunter mon téléphone portable. Mais Madame Harris refusait en trouvant toujours la même excuse. « Je vous remercie infiniment, mon enfant. » m'avait rétorqué Madame Harris avec gentillesse, alors qu'elle refusait de prendre mon téléphone. « Mais il m'est interdit d'entrer ici, et vous savez bien que Marcus n'aime pas les étrangers. Il se met tout de suite à chanter quand il rencontre quelqu'un pour la première fois. Or, j'aimerais éviter que ce médecin puisse entendre son chant. » Cette excuse que Madame Harris répliquait en boucle, cela m'agaçait au plus haut point. Cette femme avait toujours la même obsession, le chant de Marcus, ce maudit corbeau au regard vide. Je ne la comprenais pas. Ce corbeau ne chantait jamais et ne quittait jamais ce vieux chêne. Et puis, en quoi un croassement de corbeau pouvait-il être dangereux? Ce n'est qu'un cri grave et perçant, rien de plus. Il est vrai qu'inconsciemment, j'aurais aimé l'entendre croasser de son coffre grave et perçant. Ainsi, mon esprit rationnel aurait pu être rassuré. J'ai peur que l'état de santé de Madame Harris ne se dégrade complètement. J'ai peur que tous ces problèmes physiques soient le résultat d'un cancer ou d'une tumeur qui n'a pas pu être diagnostiquée à temps. Je suis impuissant. Je ne peux pas aider une femme qui refuse de se soigner. Tout ce que je peux faire, c'est garder espoir pour elle. J'espère réellement que cette pauvre femme va s'en sortir, et j'espère me tromper sur Marcus. Oui, j'espérais réellement un jour entendre Marcus chanter de son coffre grave et perçant. Je me suis bel et bien trompé. Madame Harris ne veut pas guérir. Je le sais, car Marcus a quitté pour la première fois son nid. Cela faisait 3 jours que Madame Harris ne sort plus de chez elle. J'ai un très mauvais pressentiment. Comprenez-moi, il fallait que j'intervienne avant qu'il ne soit trop tard. Cela ne pouvait plus durer. La vie d'une femme était en jeu. Au diable son refus et ses excuses à répétition. Cette femme avait besoin d'aide. Et c'est ainsi que, sans réfléchir, guidé par mon instinct, j'ai commis un geste qui a scellé ma vie à tout jamais. J'ai enfreint
La règle de Madame Harris. Je marche un pied devant l'autre jusqu'à ce qu'ils finissent tous les deux par rentrer en contact avec le sol boueux et humide de ce jardin. Mon corps est alors soudainement traversé par un immense frisson. De froid ou de peur, la vérité, c'est que je ne saurais dire encore aujourd'hui de quelle nature était cette chair de poule naissante. Mes pieds s'enfoncent de plus en plus dans ce domaine marécageux. Je tente de faire le moins de bruit possible. Je ne veux pas prendre le risque de voir Marcus arriver. En vérité, je ne voulais tout simplement pas voir ses yeux vides et perçants sonder mon âme. J'ai devancé le chêne désormais. Son tronc est encore plus sinistre, maintenant que je le contemple de plus près. Parmi le brouillard naissant, je parviens à distinguer le nid de Marcus, et je frissonne encore une fois. Comment pouvait-on vivre dans un endroit aussi sinistre et effrayant? En passant devant ce tronc calciné, je tombe nez à nez avec la roulotte de Madame Harris. Je ne l'avais jamais vue d'aussi près auparavant, et je dois vous avouer qu'elle aussi a perdu toute son âme et son charme d'antan. Le bois dans lequel elle a été fabriquée est humide, des champignons ont poussé dessus, l'odeur est insupportable. Avec un arrière-goût d'humidité dans ma gorge, j'emprunte les escaliers de la roulotte. Il grince à cause du bois humide, et je prie pour qu'aucune planche ne cède sous mes pieds. Miracle ou pas, j'arrive au seuil de la porte de Madame Harris. J'ai froid, mes cheveux sont humides et mes chaussures sont usées. Mais rien ne peut m'arrêter. De toute façon, il est trop tard pour faire marche arrière. Le loquet humide de la porte de Madame Harris n'est pas verrouillé. La porte est entr'ouverte. Il n'y a rien d'étonnant à cela. La probabilité pour que quelqu'un la cambriole était plutôt inexistante. L'humidité et l'odeur des champignons sont toujours présentes au fond de ma gorge et je suis sur le point de suffoquer. Malgré cela, je respire une dernière fois l'air humide et froid de sa propriété et je décide d'ouvrir la porte. Je n'oublierai alors jamais ce que j'ai vu de mes yeux. Cette scène restera à jamais gravée dans ma mémoire. Et je peux vous assurer que si Edgar Allan Poe avait été à mes côtés, il se serait enfui sans demander son reste. Parmi des objets éparpillés de part et d'autre de la roulotte et les traces de griffures sur le sol, se trouvait Madame Harris. Ou plutôt, ce qu'il en restait. Elle était allongée sur son lit. Son corps était recouvert de plumes complètement noires. Des ailes avaient poussé sur son dos. Son nez s'était allongé de quelques centimètres, et à la place de ses ongles se trouvaient désormais des serres tranchantes. Marcus, quant à lui, s'accrochait de toutes ses forces sur la tête de Madame Harris. Il ne cessait de donner des coups de bec tranchants dans le crâne de cette femme corbeau afin de retirer des petits morceaux de cervelle et de sang. Il la dévorait, morceau par morceau, avec des coups de bec aussi tranchants qu'une lame de rasoir. Je poussai un hurlement d'horreur. Cela déstabilisa Marcus. Ce maudit corbeau me jeta un coup d'œil vide, tandis que Madame Harris se releva avec beaucoup de mal et me fixa intensément. Autrefois, régnait un regard noir et mystérieux. Maintenant, il ne reste plus que des orbites vides, dépourvues de la moindre pupille. Madame Harris ouvrit la bouche et cracha quelques plumes noires en tout ce temps. Puis, elle s'adressa à moi en des termes bien posés. « Je vous remercie infiniment, mon enfant. » croassa cette femme corbeau d'une voix plus rauque et plus grave, alors qu'elle recrachait une nouvelle fois des plumes noires. « Mais il est interdit d'entrer ici. Et vous savez bien que Marcus n'aime pas les étrangers. Il se met tout de suite à chanter lorsqu'il rencontre quelqu'un pour la première fois. Or, j'aimerais éviter que vous puissiez entendre son chant. » Ce croassement, ce même prétexte, a encore une fois fini par me faire déchanter. Avec rage, j'ai pris l'un des nombreux objets qui étaient par terre et je l'ai balancé sur Marcus. J'espérais qu'il la lâche et qu'il reparte. Ce maudit corbeau s'est effectivement envolé. En revanche, il n'est pas reparti. Ce maudit volatile s'est au contraire posé sur les barreaux du lit en me fixant intensément de ses yeux vides. Les plumes qui entouraient son cou se sont mises soudainement à gonfler. Il a pris une grande inspiration, a ouvert le poignard qui lui servait de bec, et il a chanté. Madame Harris a poussé un cri perçant et s'est recroquevillée sur elle-même en position fétale. C'est à ce moment-là, à ce moment précis, que j'ai compris pourquoi elle refusait que quiconque entende le chant de Marcus. Il n'y avait pas de son grave ou de croissement. À la place, des cris d'agonie, de souffrance, de tristesse, d'appel à l'aide. Tous les maux de l'humanité s'étaient rassemblés dans une complainte liturgique et horrible. Hommes, femmes, enfants, tout y passait. Une cacophonie telle que je ne pensais jamais entendre dans ma vie. Je ne pouvais pas en supporter davantage. Ce chant était trop assourdissant.
Je devais sortir d'ici. J'ai contourné le lit, sauté par la fenêtre avant de courir en dehors de cet endroit maudit, sous les cris perçants de Madame Harris qui me suivait à la trace. Je suis parvenu à ma voiture et j'ai démarré en trombe, non sans jeter un coup d'œil à mon rétroviseur. J'ai roulé jusqu'à mon domicile sans me retourner et je me suis enfermé à double tour. Je sais désormais pourquoi Madame Harris a été contrainte de mettre sa vie entre parenthèses pour ce maudit corbeau. Elle n'a pas eu le choix. D'une façon ou d'une autre, ce corbeau a dévoré tout ce qui restait d'elle. De plus, elle voulait protéger le plus de monde possible, et pour cela, a refusé d'avoir tout contact avec l'extérieur, jusqu'à être détestée pour ce qu'elle était. J'imagine que vous pensez que cette aventure se termine de cette façon, n'est-ce pas? Que tout est bien qui finit bien pour moi, contrairement à Madame Harris. Pensez-vous vraiment que je serais en train d'écrire ces lignes pour vous prévenir si cela avait été le cas? Ces événements datent maintenant d'il y a 2 ans. Entre-temps, mes cheveux sont assombris. Mes ongles sont désormais presque impossibles à couper. Des petites plumes commencent à envahir mon dos et mes bras. De plus, mon dos commence à être très douloureux, comme si quelque chose à l'intérieur de moi voulait sortir. Je n'ose déjà plus voir personne. J'ai fait une erreur. J'aurais dû respecter la seule règle de Madame Harris. Par ma faute, un monstre a été relâché dans la nature. Et par monstre, je parle bien évidemment de Marcus. Ce maudit corbeau m'a retrouvé quelques jours plus tard, et il a fait son nid juste à côté de ma fenêtre. Toutes mes tentatives pour le chasser ont échoué, et je n'ai pas réussi. Je n'y suis jamais parvenu. Ce maudit corbeau ne cesse de me contempler de ses orbites vides, et je les entends. Ses cris avec celui de Madame Harris en plus. Faites-les cesser. Ces cris, ces victimes. Les victimes de Marcus. Je le sais désormais. Ce corbeau peut me voir. Ses orbites vides me fixent. Ils sont mon âme. Pour le moment, Marcus se contente de me surveiller avec son long bec tranchant. Mais je sais qu'il attend patiemment que son heure soit venue. C'est pour cela que quoi qu'il arrive, suivez toujours les règles qui vous sont imposées. Elles sont là pour votre sécurité, votre survie, afin que des monstres comme Marcus ne vous retrouvent pas. Mais pour moi, il est déjà trop tard, je le sais. Je le sens. Je sens que Marcus est de moins en moins impatient. Il me regarde de ses yeux vides. Il a faim. Bonne chance, Randall, s'exclama le chef de la police de Sydney en sortant du commissariat. Le sergent Randall ne fit que marmonner un faible bonne nuit. Il faut dire que ça ne l'enchantait que très peu d'être de garde cette nuit. Il devait faire encore du rangement et éplucher un dossier. Il posa son téléphone, prit une gorgée de café et s'attela à la lecture du dit dossier qui répertoriait divers témoignages de personnes ayant subi d'étranges phénomènes paranormaux sur la côte ouest. Certaines auraient perdu leurs dents, d'autres se seraient réveillées couverts de lacérations, d'autres encore se seraient mises à vomir des insectes, tout en subissant d'étranges hallucinations auditives ou visuelles. Le colonel sourit, bien qu'il trouvait tout cela bizarre. Ce qui le fait le plus rire était la note placée en première page qui rappelait une ancienne légende américaine, racontant que pour réveiller le démon, il fallait envoûter plus d'une dizaine de personnes avec des sortilèges de magie noire ancestrale avant de voir le mal revenir des tréfonds de la terre. Il reprit une gorgée tout en riant. Il pensait à la légende, si stupide à ses yeux. Il soupira. La nuit va être longue. Bon, alors, première victime, une certaine Marie des Anges. Se serait réveillée en sursaut après un mauve. Un groupe de femmes dansait frénétiquement autour d'un feu en répétant des incantations. Au fur et à mesure, les traits de leur visage se déformaient et elles disparurent dans un cri strident qui réveilla la dite Marie. Celle-ci se précipita vers la salle de bain pour se rafraîchir. Elle but un verre d'eau et dit avoir soudainement entendu d'étranges voix l'appeler dans le couloir. Elle n'y prêta guère attention car elle sentait un étrange goût dans sa bouche, ce qui la dérangea si fortement qu'elle décida de se laver les dents. Quel ne fut pas son étonnement quand à chaque va-et-vient de sa brosse à dents, 2, voire 3 de ses dents se mirent à tomber dans l'évier. Elle perdit ensuite connaissance en entendant des rires sardoniques en provenance du couloir. Eh bien, de quoi se chier dessus, effectivement. Randall toussa violemment. Une abeille lui passa devant le nez. Il la chassa du revers de la main, but à nouveau du café, sauta plusieurs témoignages qu'il lira plus tard, et arriva devant le dernier témoignage en date. Il toussa à nouveau. Cette fois, 3 abeilles lui passèrent sous le nez. Il sursauta et les chassa. Bon alors, dernier phénomène. 1 mois après les premiers faits, un certain Bob Emarino rentre chez lui après son travail.
Il croise sur le chemin une belle jeune femme qui lui laisse un baiser parfumé sur la bouche avant de disparaître dans la nuit. Il arrive chez lui, toujours étonné de cet événement. et commence à être frappé d'une violente toux et de démangeaison. Il lui semble entendre des voix dans sa tête lui disant d'une voix féminine et monotone « Te voilà soumis aux sorcières de Salem ». Le mot soumis se répétant comme un écho. Bientôt la toux reprend, une araignée tombe sur la moquette, il tombe à genoux, quelque chose semble bouger dans son œsophage. Il tousse, d'autres araignées tombent, il s'écroule, la phrase se répète suivie d'un « tu vas vivre » et d'un rire. Il s'effondre paralysé, de nombreuses araignées lui sortant de la bouche dans une avalanche de longues... longues pattes. Sa femme le retrouve vivant, mais inanimé dans ses paires grouillantes. Elle appelle les Randall se mit à tousser plus fort que d'habitude. Il tenta de boire, mais le liquide se déversa sur son bureau. Peu après, il en vint à cracher du sang. Sa gorge l'irritait de plus en plus. Il eut l'impression que des centaines de poignards le transperçaient de l'intérieur. Les 4 abeilles s'étaient posées sur la lampe du bureau, regardant l'étrange spectacle. Randall s'agitait, se grattait, toussait, faisait voler dans les airs des gouttelettes de sang. Quelque chose grouillait dans son ventre et même dans sa gorge qui l'agrippa. La toux triplant sa tumeur. Un chœur de femme progressif semblait chanter un faible et funèbre « Eh oh » qui résonnait dans tout le commissariat, presque aussi insoutenable que les bourdonnements qui commençaient à se faire entendre dans toute la pièce. Le bourdonnement semblait venir de la cage thoracique de Randall. Il toussa encore et encore. Des centaines d'abeilles se mirent à sortir de sa bouche, comme si une ruche avait trouvé logement dans le corps du sergent. Il s'écroula bientôt, des milliers d'abeilles en furie emplirent le bureau. Il en sortit de plus en plus du corps sans vie du sergent, lui déchirant la gorge au passage. Son dernier soupir fut emporté par les bourdonnements des abeilles. Mais derrière ce vacarme, on pouvait entendre rire et marmonner une phrase se répétant. Il ne manquait plus que ton aide, cher Randall, pour le réveiller. J'ai connu Jane Thomas. Elle était mon amie. Avant que les journaux à sensation ne la surnomment l'inquisitrice, elle était électricienne. À nous deux, nous avions créé une petite start-up de réparation électrique à domicile. Elle effectuait les réparations, et moi je me chargeais du reste, l'administration, la comptabilité, etc. J'ai travaillé 2 ans avec elle, avant que ne survienne l'incident. C'était une réparation difficile. Jane devait raccorder des câbles à moyenne tension à une maison en campagne. Et je n'étais pas là lors des faits, donc je ne peux vous raconter que ce que la propriétaire de la maison, une vieille femme aux allures de sorcière de dessin animé, m'a raconté. Elle était en haut de l'échelle, à traficoter les câbles, lorsqu'elle s'est pris un coup de jus. Je ne sais pas si vous le savez, mais un câble à moyenne tension connectant une habitation peut fournir jusqu'à 50 ampères. Pour vous donner une idée de ce que représente 50 ampères, dites-vous que les chaises électriques fournissent des décharges de 15 à 20 ampères. Jane a été propulsée en arrière dans une gerbe d'étincelles et de flammes et s'est effondrée dans un rhododendron, le corps fumant. La propriétaire de la maison est tout de suite venue lui porter secours. Elle a éteint les flammes qui la rongeaient et, voyant que Jane n'avait plus de pouls, elle lui a fait un massage cardiaque et du bouche à bouche. Jane a survécu. Elle a été emmenée d'urgence à l'hôpital où ses brûlures ont été prises en charge. Les médecins m'ont dit qu'elle avait eu une sacrée chance, non seulement d'être encore en vie, mais aussi que ses brûlures n'aient pas conduit à des amputations. Jane n'est pas morte de cet incident, mais en a gardé des stigmates éternels. Cicatrices en forme d'éclairs sur tout le corps, terminaisons nerveuses bousillées, et par-dessus tout, des séquelles psychologiques. Elle a sursauté lorsque j'ai ouvert la porte de sa chambre d'hôpital. J'ai tenté de la faire rire en lui faisant remarquer qu'elle avait des tatouages du tonnerre, tout en lui montrant ses cicatrices, ou en lui disant qu'avec ses cheveux cramés, elle faisait penser à Ripley dans Alien 3. Mais ça ne l'a pas fait rire. « Oh allez !» ai-je dit. « C'est pas grave, ils vont repousser tes cheveux. Et puis c'est plus stylé tes cicatrices. On dirait des tatouages d'éclairs. » Elle s'est retournée et m'a fixé dans les yeux. « Tu crois en Dieu, Jim ?» J'ai haussé les épaules. Ma famille est catholique, mais nous n'avons jamais été très croyants. Nous allions à la messe de Noël et ça s'arrêtait là. Sur le moment même, je n'ai pas vraiment prêté attention à sa question. Jane avait subi un traumatisme et elle devait s'en remettre. Je suis venu la voir plusieurs fois durant les derniers jours qu'elle a passé à l'hôpital. Mais elle n'a plus jamais souri, et ce, même lorsque je lui ai offert une peluche de chien Volt, son dessin animé préféré.
Elle semblait comme perdue dans ses pensées. Jane est sortie de l'hôpital quelques jours plus tard. Je suis venu la chercher et je l'ai déposée chez elle. Et puis, je ne l'ai plus revue. Après plusieurs appels en absence et des coups répétés sur sa porte, j'ai fait venir la police et une ambulance, de peur qu'il ne lui soit arrivé quelque chose. Les policiers ont démoli la porte et sont entrés. Puis, ils m'ont demandé de venir voir. « C'est normal tout ça ?» m'a demandé l'un d'eux. J'ai regardé autour de moi et je secouai la tête. Non, ce n'était pas normal. Il n'y avait rien de normal. Les symboles religieux gravés dans les meubles, l'odeur de l'encens, les livres saints ouverts en grand, leur contenu surligné et entouré en rouge, et les phrases en latin retranscrites sur le sol. Rien de tout cela n'était normal. Les policiers ont signalé sa disparition, en mentionnant qu'elle était peut-être dangereuse. En fait, dangereuse était un doux euphémisme. En suivant les dépenses sur sa carte de crédit, les policiers ont pu déterminer qu'elle avait acheté un pistolet semi-automatique 9 mm et des cartouches, un couteau de chasse, des livres religieux, des vêtements et une voiture. Grâce à son portable, ils l'ont localisé dans un motel en bord de ville. Mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Les policiers ont programmé une intervention de nuit et m'ont demandé de venir avec eux, au cas où Jane aurait besoin de voir un visage familier. 2 fourgons de police se sont arrêtés devant le motel, déversant des hommes cagoulés, vêtus de gilets pare-balles et armés de fusils d'assaut. Moi, je suis resté dans le fourgon avec un policier armé, grelottant de froid, la tête entre les mains, à me demander comment tout cela avait pu se produire. Le talkie-walkie du policier en face de moi s'est mis à grésiller, et ses collègues ont commencé à rapporter ce qu'ils voyaient. Ils parlaient de bols remplis de sang, de cœurs humains percés d'aiguilles, de symboles tracés avec du sang et de corps dépecés. Et puis, ils ont trouvé des survivants, à genoux devant des statues de saints faites de membres humains cousus ensemble. Ils psalmodiaient des paroles incompréhensibles, les yeux révulsés et le visage couvert de sang. Et puis, les coups de feu ont retenti. Il y avait des hurlements de douleur, des râles d'agonie, et une terreur insondable qui jaillissait des talkie-walkies. J'ai échangé un regard paniqué avec le policier en face de moi. Dans sa radio, les coups de feu se sont fait de moins en moins fréquents, à mesure que les cris s'estompaient brutalement. Et enfin, ce fut le silence. Lourd. Le policier en face de moi chargeait son arme, lorsque les portes du fourgon se sont ouvertes sur un autre policier. Il a levé son pistolet sur son confrère, et lui a tiré 2 balles dans la tête. Il s'est effondré dans sa cervelle, parcouru de spasmes. Baissant son arme, le policier s'est écarté et a mis à genoux à terre lorsque Jane s'est présentée. Elle est montée dans le fourgon et s'est assise en face de moi. Elle portait un pantalon et un corset de cuir qui sublimaient son corps et ses courbes. « Bonsoir, Jim », m'a-t-elle dit d'une voix étonnamment calme. « Je suis contente que tu sois là. » Sa main s'est posée sur ma cuisse et elle s'est approchée. Ses lèvres noires se sont posées sur les miennes et elle a enfoncé sa langue dans ma bouche. Tout en m'embrassant, sa main a remonté le long de ma cuisse pour se glisser dans mon pantalon et me prendre les testicules. Ses lèvres ne se sont écartées qu'après avoir palpé mon érection. Puis, elle a glissé jusqu'à mon oreille, sa main toujours autour de mon sexe. « Cette décharge m'a tué, Jim, » souffla-t-elle, « et je suis allé en enfer. Je n'ai jamais fait de mal à personne et pourtant, je suis allé en enfer. J'ai été torturé, violé, assassiné une centaine de fois avant d'être réanimé. Si aujourd'hui je me mettais encore en Dieu, à le servir, peut-être m'accorderait-il le pardon. Oui, peut-être me pardonnerait-il d'avoir couché avec quelques garçons sans être marié, d'avoir envié Jennifer pour son corps de rêve, de m'être mis en colère, d'avoir trop mangé, de ne pas avoir donné une pièce à Clodo dans la rue, de m'être trouvé belle dans le miroir, et d'avoir fait la grasse matinée le dimanche. J'ai tenté de bouger, mais elle m'a plaqué contre le mur de la fourgonnette avec une force que je ne lui connaissais pas. Si je te tue ce soir, Jim, tu iras en enfer, comme moi. Mais si tu me suis, si tu te joins à moi, alors tu ne subiras ni torture, ni viol, ni meurtre. Elle a laissé une pause théâtrale en frottant sa poitrine contre son visage. Puis elle a repris. C'est toi qui les perpétras. Nous pourrions régner en enfer pour toujours, Jim. Rien ne nous serait interdit. On mangerait jusqu'à se faire péter le bide si on le souhaite. On aurait plus de richesses que tous les droits réunis. Tout le monde nous envierait. On tuerait et on baiserait qui on veut. Sur ce, elle est descendue le long de mon ventre et a ouvert mon pantalon. J'ai connu Jane Thomas. Elle était mon amie. Aujourd'hui, je suis fier de la servir. Aujourd'hui, je vous sacrifierai tous pour assurer ma place au sommet de l'échelle infernale.
Mais avant, je vous ferai cracher votre foi immonde. Je vous ferai vous prosterner devant moi, et devant l'inquisitrice, et au nom du diable, et vous ferai bouffer les pages de votre livre saint, peu importe duquel il s'agisse. Dieu est mort. Nous l'avons tué. Rejoignez l'inquisitrice dans le péché, ou mourrez en vous y opposant. La mort est longtemps restée un concept abstrait pour moi. Je veux dire plus longtemps que pour la moyenne des enfants. Pourtant, on a longuement tenté de me l'expliquer à l'occasion des quelques décès des proches qui ont parsemé ma jeunesse. Très peu. La première personne décédée dans mon entourage, c'était mon arrière-grand-mère. On l'appelait Yaya. Quand j'étais petit, j'allais fréquemment une semaine ou deux chez ma grand-mère, dans un petit village à la campagne dans le sud de la France. Famille espagnole de Catalogne. Mes cousins et cousines y étaient aussi souvent, nombreux. On se marrait, on se fâchait, on se poursuivait pour un rien dans le potager immense. On se racontait des histoires d'horreur dans le garage, lumière éteinte, près du tracteur. Et on se faisait des cauchemars pendant des mois. Mais ce qui nous foutait vraiment la trouille, c'était là Yaya. C'était une vieille femme qui avait vécu toute sa vie en Catalogne, hébergée chez mes grands-parents après la mort de son mari car devenue incapable de s'occuper d'elle-même. Elle était vieille, très vieille. Quand j'avais 5 ans, elle en avait 92. À nos âges, on ne connaissait personne d'aussi vieux. Elle avançait lentement, très lentement, pliée en deux. Son dos, un angle droit. On entendait le bruit de ses pantoufles dans le couloir toutes les 2 ou 3 secondes. Tchic, tchic, tchic. Et par-dessus tout, elle était méchante, très méchante. Elle ne supportait pas nos jeux, nos rires. Elle ne supportait pas les enfants, quoi. Elle nous donnait de la canne. Elle ne parlait pas un mot de français, mais rouspétait tout le temps contre nous. Elle était obsédée par le chat et reprochait 15 fois par jour à ma grand-mère de ne pas l'avoir nourri. Un début de démence qui n'allait pas s'arranger avec le temps. Jamais un sourire. Elle grognait, elle râlait, bavait. Ses yeux gonflaient, ses rides se creusaient, elle devenait rouge. Ça nous terrifiait. Quand, en courant, on passait l'angle d'un couloir et qu'on tombait sur la Yaya sans s'y attendre, ça nous faisait comme un coup de couteau au cœur. De la voir là, devant nous, voûtée, cheveux épars, yeux exorbités, et cette sorte d'infection étrange au visage. Une tache rosâtre qui lui avait envahi la moitié du nez, une partie de la joue et de l'œil droit, et qui contrastait avec la pâleur de sa peau. Au milieu de la tache sur le nez, une sorte de grosse croûte qui suintait sans arrêt. Ça doit avoir un nom en médecine, mais je ne l'ai jamais cherché. Quand on tombait sur elle donc, paf, on se figeait sous le coup du choc. Quelques secondes, et on repartait en courant plus vite avant qu'elle ne se mette à écumer 1000 injures incompréhensibles. Des fois, l'un de nous faisait semblant de l'avoir vue et criait « C'est la Yaya, c'est la Yaya !» Alors on détalait à toute allure en hurlant. Parfois, elle ne nous supportait tellement plus qu'elle se mettait à nous suivre. Pour nous faire quoi? On n'osait pas imaginer. On se réfugiait où on pouvait, dans une chambre ou un placard en sueur, paniqué. On l'entendait arriver, lentement, au bruit de ses pantoufles qui traînaient sur le sol. Tchic, tchic, tchic. On se retenait de crier de toutes nos forces quand elle s'arrêtait à quelques mètres de nous et restait là, immobile pendant plusieurs minutes, sans rien dire, ni faire devant la porte fermée. Mais il y avait une chose qui me terrifiait plus que tout. Quand mes cousins et cousines n'étaient pas là, et que je dormais seul dans mon lit, presque toutes les nuits, la Yaya se levait. Dans le silence et le noir dense de la nuit des campagnes, j'entendais le bruit de ses pantoufles qui frottaient le sol à chacun de ses pas. Elle allait dans la cuisine, toujours, y faire je ne sais quoi. Après quelques bruits de tiroirs qu'on ouvrait qu'on ferme, elle repartait et j'entendais s'approcher doucement de ma chambre. Le son de ses pas se faisait de plus en plus net à mesure qu'elle avançait. Dans ces moments, je tendais l'oreille autant que je me noyais de paroles intérieures pour ne rien entendre. Quand je n'y tenais plus, je m'enfouissais la tête sous la couette, dégoulinant de sueur. Ses pas s'approchaient, jusqu'à s'arrêter devant la porte. Plus un bruit. J'avais à chaque fois l'impression que mon cœur allait exploser. Après quelques minutes, elle retournait lentement à sa chambre. La Yaya est morte à 93 ans. On m'a donc expliqué qu'elle était partie, qu'elle n'était plus là, qu'on ne la reverrait plus jamais, qu'elle était au cimetière dans la tombe. C'est ce qu'on dit aux enfants quand on veut être honnête avec eux. Et si, pendant les années qui suivirent, je n'arrivais malgré tout
pas bien saisir ce que c'était la mort, c'est qu'à chaque fois que je dormais chez ma grand-mère, j'entendais le bruit des pantoufles de la yaya s'arrêter devant la porte. Je m'appelle Arturo. Je suis diététicien à l'hôpital de Naples. Comme la plupart de mes confrères, j'étais super enthousiaste lorsque j'ai appris que les laboratoires Microgenix avaient mis au point une bactérie intestinale susceptible de mettre fin à l'obésité. Je le suis beaucoup moins à présent. Si vous ne travaillez pas dans le milieu médical ou paramédical, vous n'avez peut-être jamais entendu parler de ce projet. Donc, je vais le résumer pour ceux qui ne seraient pas à la page. Vous avez 2 kilos de bactéries, de virus, de champignons et d'archées dans votre côlon. C'est ce qu'on appelle la microbiote intestinale. Ils ont des tas de fonctions très diverses et on a longtemps supposé que certaines variétés de bactéries pouvaient influencer l'obésité. Il y a quelques semaines, les laboratoires des géants pharmaceutiques Microgenix ont annoncé leur mise sur le marché d'un probiotique susceptible d'endiguer l'obésité. En somme, ils ont créé une bactérie résistante aux antibiotiques et l'ont mis en capsule. Une fois dans le côlon, la bactérie réduit le stockage des graisses et coupe la faim. Jusqu'à là, rien d'alarmant, bien au contraire. Un géant pharmaceutique a découvert un remède à la maladie la plus répandue au monde, et il le commercialise. Le truc, c'est qu'une seule boîte de ce probiotique coûte 11 200 €. À ce prix-là, seuls les plus fortunés ont pu y toucher. Parmi eux, Antonio Sovrappeso, connu non seulement parce qu'il est en obésité morbide, mais aussi parce que c'est l'un des plus grands mafieux de Naples. Il y a 3 jours, Antonio est allé manger dans un restaurant luxueux avec sa famille. Un type est entré dans l'établissement, s'est approché de lui et lui a tiré 3 balles dans le ventre. Il s'est fait descendre par les gardes du corps d'Antonio avant d'avoir pu tirer une 4e fois. Grièvement blessé, Antonio a été embarqué dans une ambulance et transféré d'urgence à l'hôpital de Naples. Les balles qui s'étaient prises avaient touché son foie, un rein et son côlon dont le contenu s'était répandu dans son organisme. Au cas où vous l'ignoriez, les bactéries présentes dans votre côlon n'ont rien à faire ailleurs que dans votre côlon. Si cela se produit, vous risquez de développer des maladies parfois mortelles. Et si elles arrivent dans votre système sanguin, je ne donne pas cher de votre peau. C'est ce qui est arrivé à Antonio. Autant dire que les médecins étaient paniqués. S'ils ne parvenaient pas à le sauver, sa famille le leur ferait payer très cher. Ils lui ont injecté des doses massives d'antibiotiques pour endiguer la septicémie et ont prié pour qu'il survive en dépit de ses multiples comorbidités. Cependant, il n'avait pas envisagé ce qui suivrait. Alors qu'il était totalement anesthésié, Antonio s'est réveillé, a arraché les tubes qui assuraient sa survie, a bondi de son lit et s'est jeté sur une infirmière pour la tabasser et la mordre. J'étais dans la chambre d'à côté, et lorsque j'ai entendu les hurlements furieux d'Antonio et les cris de terreur de l'infirmière, je suis intervenu. Avec des collègues, on a éloigné le chef mafieux de l'infirmière et on a essayé de le calmer. Il se débattait, griffait et donnait des coups en poussant des cris. Je me suis pris un coup de poing et j'ai appelé d'autres collègues pour me venir en aide. On a dû s'y mettre à 8 pour le maîtriser. On aurait dit qu'il était possédé tant il hurlait comme un démon et s'agitait frénétiquement. On lui a injecté un sédatif qui aurait dû le mettre au tapis pour une dizaine d'heures. Ça a fait effet 15 minutes. À son réveil, il a fracassé une fenêtre et s'y est jeté. Ses 138 kilos ont fini leur course sur le bitume du parking de l'hôpital dans un claquement mou. J'en ai parlé au médecin légiste après qu'il ait autopsié Antonio le lendemain. Les antibiotiques avaient bien fonctionné, sauf pour une seule bactérie, celle des laboratoires Microgenix. Ils en avaient retrouvé dans tout le système sanguin et dans la salive. Il parlait également de toxines inconnues, de concentration d'hormones anormales et de parties du cerveau complètement ravagées. Au départ, je n'y ai pas vraiment fait attention. Un mafieux de moins sur Terre, ce ne pouvait être qu'une bonne nouvelle. Le jour même, j'ai appris que la malheureuse infirmière qu'Antonio avait mordue avait disparu. Je n'ai pas fait le lien jusqu'à ce que les journaux télévisés parlent d'une infirmière complètement folle qui s'attaquait aux passants pour les mordre. Les carabiniers n'ont eu d'autre choix que de la tuer, ajoutait-il. J'ignore combien de personnes elle a pu mordre avant d'être abattue, mais il est évident qu'elle leur a refilé la bactérie de Microgenix. D'ici peu, ces gens vont devenir complètement dingues et se jeter sur leurs semblables, si ce n'est déjà fait. Je ne crois pas aux histoires de zombies, mais si on n'agit pas très vite, ça risque de devenir une réalité. Du coup, voici quelques conseils. Si vous les croisez, ne vous en approchez pas. Ne jouez pas aux héros et n'essayez pas d'intervenir. Ils sont agressifs, complètement enragés et ne veulent qu'une chose, vous mordre. Si vous avez été mordu, jetez-vous du haut d'un toit ou sous les roues d'un train
parce qu'aucun remède ne peut vous sauver. Mais surtout, sous aucun prétexte, vous ne devez vous approcher de ceux qui ont touché aux produits de Microgenics. Jeune, j'ai vécu dans le New Jersey, dans une vieille maison victorienne, en plein milieu de la cambrousse. Là où je vivais, les téléphones portables captaient rarement. Il y a quelques décennies, quand j'étais enfant, la construction d'un lotissement a commencé. De grands espaces. Ils ont défriché quelques kilomètres dans les Barrens pour ça. C'était à 2 pas de chez moi. Une fois les bâtiments terminés, les gens ont emménagé. Des gens de la ville, vraiment. C'était soit des personnes âgées, soit des nouvelles familles avec des très jeunes enfants. Des gens qui voulaient soit terminer leur vie, soit en commencer une nouvelle. Rien de spécial. J'ai connu une poignée de ces enfants à l'école primaire, mais aucun d'entre eux n'avait exactement mon âge. Ils étaient normaux. Quand les gens ont emménagé, ma mère a fait en sorte de rencontrer tout le monde. Nous étions si proches de chez eux en même temps. Il y avait un type qui m'était resté en tête. Surtout parce qu'il était chauve malgré son âge. Environ 38 ans plus vieux, je veux dire. Ma mère m'a dit de ne rien dire parce qu'il pouvait avoir une maladie ou quelque chose comme ça. Les années ont passé. J'ai grandi et je suis allé au collège. Un jour, j'entrais à la maison. J'ai dû marcher parce que j'avais raté tous les bus. Je suis passé devant le lotissement. En regardant dans la rue, je n'ai vu personne. Pas une âme. Il était environ 17h20 selon ma montre si je me souviens bien. Normalement, tous les pères rentraient chez eux à 17h. La curiosité m'a pris. Je me suis engagé dans la rue pour voir ce que je pouvais découvrir. Toutes les maisons étaient sombres, sauf celle de l'homme chauve. J'ai jeté un coup d'œil à sa fenêtre et j'ai vu toute la population du lotissement assise dans son salon. Les enfants, les parents, les personnes âgées. Tout le monde. Au milieu de tout ce monde, il y avait le chauve. Il semblait que ce n'était qu'une réunion informelle. Les gens parlaient et riaient. Peu importe, je ne savais pas pourquoi ça m'intéressait de toute façon. Je suis rentré chez moi à pied et j'ai été puni pour être en retard et ne pas avoir appelé de l'école. Cette nuit-là, ma mère a reçu un appel d'une autre voisine du quartier, disant qu'elle entendait des bruits de grincement inquiétants venant du lotissement où était la petite communauté. Ma mère a dit que quelqu'un était probablement en train de faire du bricolage. Quand elle m'a demandé si j'avais vu quelque chose en rentrant à la maison, je n'ai pas répondu, car j'étais encore énervé qu'elle m'ait puni. Le lendemain, tous les enfants de ce petit quartier ont été notés comme absents à l'école. Et le jour suivant aussi. La police est allée enquêter cette nuit-là. La première chose qu'ils ont trouvée était une oreille sur la pelouse de la maison du chauve. Une oreille humaine. Le bras d'un enfant a été retrouvé dans une poubelle, jeté avec quelques cartons de pizza vides. Et le torse ouvert en deux d'un homme a été retrouvé dans les bois derrière la propriété, avec des marques de morsure humaine pénétrant sa chair. Le reste de la communauté était à l'intérieur de la maison. Toutes les entrées, portes et fenêtres étaient bloquées par des planches. Quand ils ont enfoncé la porte, ils ont trouvé les cadavres de tous les habitants du lotissement. Les enfants, les parents, les personnes âgées. Tout le monde. Certains étaient mutilés, au point d'être méconnaissables, et il manquait des organes à la plupart, comme par exemple le foie, les reins. Les médecins légistes ont démontré que les victimes étaient encore vivantes lorsque les organes ont été prélevés. Le corps d'un enfant a également été retrouvé dans le four de la maison, brûlé à tel point que sa peau avait fondu. Les médecins légistes ont affirmé que l'enfant était encore vivant lorsque sa peau a commencé à fondre. Les enfants, les parents, les personnes âgées, tout le monde, sauf le chauve. Une recherche d'antécédents sur lui a prouvé qu'il était membre d'une secte locale sur l'occultisme, qui était connue pour pratiquer dans les Barrens. Il s'est enfui. Il n'a pas été retrouvé. Inutile de dire que ce qui s'est passé a littéralement déchiré notre communauté de multiples façons. Au lieu de rêver du boogeyman, mes amis et moi faisions des cauchemars sur quelque chose de bien réel, sur l'homme chauve. Les films d'horreur ne me faisaient pas peur parce que je savais qu'ils étaient faux. Ce qu'il s'était passé était réel, et cela me terrifie encore aujourd'hui. Le massacre a eu lieu en 1984, il y a 28 ans. J'ai 41 ans aujourd'hui. Je suis retourné sur le site le mois dernier. Les maisons sont toujours debout. Elles sont toutes abandonnées. La seule route qui reliait autrefois la communauté au monde extérieur est depuis longtemps envahie par la végétation. Je n'ai trouvé aucun dossier de police sur cette affaire.
je ne trouve plus d'informations sur les meurtres. Les maisons sont toujours là, mais tout ce qui avait un rapport avec cet endroit semble avoir disparu. Je pourrais passer des heures à raconter toutes les légendes urbaines dont j'ai entendu parler. Je crois que Weird NG ont publié une histoire là-dessus dans leur magazine. Rien n'est concluant. Pas de journal, pas de dossier. J'ai recherché des livrets scolaires de certains des enfants de mon école, et ils n'ont jamais été légalement inscrits. Mais je le sais. Et toutes les autres personnes qui en ont été témoins et qui vivaient dans le comté le savent. Je ne peux en aucun cas vous dire à quel point les événements que j'ai décrits ont littéralement ruiné notre vie là-bas. Si vous doutez de leur réalité, la seule chose que je peux vous dire est que vous avez tort. C'est ce qui s'est passé. Ce n'est pas censé être une creepypasta, et ce n'est pas une légende urbaine. La seule raison pour laquelle j'ai publié ça ici est que je sais que vous êtes une communauté qui lira réellement ce que j'ai écrit. Je ne sais pas ce que je peux vous dire pour vous pousser à y croire. Mais au total, 37 personnes ont été assassinées de la manière la plus brutale que je puisse imaginer. L'endroit a beaucoup de noms. Il s'appelait autrefois New City Village. Maintenant il s'appelle l'Allée des démons. Vérifiez par vous-même si vous ne me croyez pas. Les gens doivent savoir. Quoi que vous pensiez, partagez cette histoire.